Et dans l'11-12, c'est le moment de retrouver le dossier avec Louis Graverand. Bienvenue derrière ce micro. Vous êtes le président de la CLCV de Saint-Malo et vous allez nous parler de travaux dans un logement collectif ou individuel. Que faire? Alors, avant toute chose, avant d'envisager des travaux, il y a un certain nombre de questions à se poser. Comme a priori on ne connaît pas tout, le plus simple c'est de se rendre au service d'urbanisme de la commune. Et là, on vous expliquera si, en fonction de ce qu'on veut faire, s'il faut établir un permis de construire, s'il faut faire une déclaration préalable, et on vous dira qu'il faut consulter, pour un lotissement, il faut consulter le règlement du lotissement, et pour une copropriété, il faut consulter le syndic de copropriété pour connaître les règles. Si je vous comprends bien, Louis Graverand, l'anticipation, c'est le mot-clé. Voilà. C'est ça, mais il faut savoir que ça peut aller vite, mais ça peut demander beaucoup de temps. Dans une copropriété, il ne faut pas s'attendre, il faut compter 1 voire 2 ans. D'accord, il faut prévoir ça, effectivement. Voilà, donc il faut bien anticiper, comme vous dites, c'est le mot-clé. Ouais. Et pour une extension de plus de 20 mètres carrés, est-ce qu'il y a des spécificités? Alors, plutôt que de le prendre sous cet angle-là, je vais le prendre sous l'angle du permis de construire et l'angle de la déclaration de travaux. C'est quand on n'est pas dans un cas, on est dans l'autre. Alors, pour un permis de construire, d'une façon générale, dès qu'on modifie la face visible d'une construction, il faut avoir dans l'idée qu'il y a un dossier de permis de construire à faire, notamment quand on a une extension de plus de 20 mètres carrés, quand on change la destination des locaux, quand on a un local de commerce qu'on transforme en habitation ou vice-versa, quand on modifie l'assiette de la structure porteuse du bâtiment ou de la façade, et puis quand on a un agrandissement important, une surélévation par exemple. Là, il est nécessaire de déposer un permis de construire. Okay. Cette demande de permis de construire, elle doit être conforme au plan local d'urbanisme, au règlement sanitaire départemental, aux règles liées à l'environnement et aux règles techniques de l'art de construire. Voilà, à partir de ce moment-là, on peut déposer son dossier en mairie pour instruction. La déclaration de travaux, c'est un peu la même chose, mais c'est un peu plus réduit. Le dossier est moins... n'importe qui peut faire une déclaration de travaux. Souvent, autrement, un permis de construire, il faut souvent passer par un architecte. La déclaration de travaux, c'est pour les extensions de moins de 20 mètres carrés. On change les menuiseries de la maison, on met un Velux sur le toit, sachant qu'il faut avoir dans l'idée derrière que ça va générer obligatoirement une pièce habitable, donc des impôts supplémentaires. Il faut l'avoir, là aussi, il faut anticiper. Une véranda de moins de 20 mètres carrés, si elle sera soumise à une taxation en tant que pièce habitable, mais il y a une astuce qui consiste à dire je ne mets pas de chauffage, donc en hiver, ce n'est pas une pièce habitable. Donc on ne paiera pas d'impôt sur une extension. Il suffit d'avoir 2 bouteilles de gaz pour se chauffer et on a 20 mètres carrés d'extension sans payer d'impôt supplémentaire. Bon truc, effectivement. Et puis, alors, cette instruction du permis de construire ou de la déclaration préalable, on dépose son dossier et normalement l'autorité administrative a 2 mois pour donner un avis. Sauf si on est dans le périmètre d'un bâtiment classé, où il faut rajouter 1 mètre pour consulter l'architecte des bâtiments de France. Donc on est à 3 mois. Mais il arrive que l'administration, voyant qu'elle n'a pas eu le temps d'étudier le dossier, il suffit de demander une pièce complémentaire et on remet le compteur à 0 et on recommence pour 2 voire 3 mois. Patience donc. Voilà. Donc c'est toujours le même mot-clé du début. Il faut savoir anticiper et longtemps à l'avance. Maintenant, vous vouliez rebondir tout à l'heure sur les travaux dans une maison individuelle. Il faut savoir que dans une maison individuelle, à partir du moment où la façade ne change pas, il n'y a pas d'ouverture supplémentaire de créer. À l'intérieur de la maison, on fait ce qu'on veut, à condition qu'on ne change pas la destination des locaux. C'est-à-dire une maison d'habitation, on casse les cloisons, on casse les murs, on fait tout ce qu'on veut. Mais ça ne doit pas devenir commercial, par exemple. Ah non, on change la destination des locaux. Bien d'accord. Hein. Voilà. Okay.
quand on est dans du logement, c'est la majorité des cas, on ne touche pas à la façade, on ne touche pas à la couverture et surtout aux ouvertures qu'on pourrait créer. On fait ce qu'on veut, on peut casser les murs, on peut tout faire. Les cloisons, tout faire. Mais... Il y a un mais. Il y a un mais. Quand on construit, soit on prend un maître d'œuvre et des entreprises, moyennant quoi, si un jour il y a un désordre, entre guillemets, on peut taper sur le maître d'œuvre et sur les entreprises. Il engage sa responsabilité, en fait. Ils engagent leur responsabilité au titre de la responsabilité, ce qu'on dit décennale, au titre professionnel. En revanche, quand on revend avant que c'est moins de 10 ans, à ce moment-là, on devient constructeur, parce qu'il est interdit de construire pour un tiers sans souscrire une police d'assurance dommage-ouvrage. Ok. Quand elle n'est pas souscrite, on est le constructeur. Donc, l'acheteur de la maison, s'il y a des défauts, il se retourne contre son vendeur, lequel va voir les entreprises. Et s'il y a des choses qui ont été faites par lui-même ou au black, c'est le propriétaire-vendeur qui va payer. Oui. Il n'y a pas d'assurance dommage-ouvrage. D'accord. Cette assurance dommage-ouvrage est transmissible avec le bâtiment. Elle n'est pas liée à une personne. C'est-à-dire, on vend 5 ou 6 fois la maison en 10 ans, elle suit la maison. Elle demeure. Voilà. Ok. Et c'est ce qu'on appelle la loi Spinetta du 4 janvier 1978. L'alinéa 1 dit tout constructeur qui construit pour quelqu'un d'autre a obligation de souscrire une police d'assurance dommage-ouvrage et à défaut, il est réputé constructeur. Voilà. Et sanctionnable au niveau pénal éventuellement. Alors que quand on construit pour soi-même, la dommage-ouvrage est obligatoire, mais sans sanction quand on construit pour soi-même. Bien sûr. Voilà. Ok, les choses sont claires. Alors ça, c'est valable pour une maison individuelle, quand on construit un immeuble, voilà. Maintenant, quand on se trouve dans un lotissement, outre le fait, il faut savoir ce qu'on a le droit de faire dans le lotissement. Donc, il faut aller chercher le règlement du lotissement, dans lequel on dira, par exemple, les menuiseries doivent être bleues, vertes ou jaunes, peu importe. Les haies auront 2 mètres de haut, ou avec un muret en béton ou pas, etc. Et donc, il faut se conformer à ce règlement. Où est-ce qu'on le trouve? Alors, il faut aller à la mairie. En mairie. Qui va vous dire, c'est tel lotissement, le lotisseur, c'est un tel, voilà où vous allez le trouver. Ok. Ils aiguillent, en fait. Hein. Comment le point d'entrée, c'est toujours le service d'urbanisme de la commune. Ok. Alors, voilà. Et c'est là où c'est le plus simple, parce que c'est là où il y a toutes les clés pour aller à droite et à gauche. Voilà. Et donc chaque lotissement, sa spécificité, en fait, par rapport au règlement, par rapport aux haies, par rapport aux couleurs. Tous les règlements de construction restent applicables quand on construit dans un lotissement, mais en plus, il y a les règles du lotissement qui disent la hauteur ne doit pas dépasser, on doit être à 30 mètres de la clôture, les fenêtres doivent être bleues, vertes ou jaunes, vous n'avez pas le droit de construire plus de 10% de la surface, enfin tout un tas de règles qu'il faut les regarder avant de prendre un premier crayon pour dessiner le coin de sa maison. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Ok. S'agissant de la copropriété, vous indiquiez tout à l'heure, Louis Graverand, que là aussi ça peut prendre du temps et il faut tenir compte parce que c'est une décision collective. Dites-nous un petit peu de quoi il en retourne. Alors, dans une copropriété, il faut savoir qu'est-ce qui appartient à la copropriété, qu'est-ce qui appartient à chaque copropriétaire. Oui. Voilà. Alors, par définition, les murs porteurs, les planchers, la charpente, la couverture, ça appartient à la copropriété. Dès qu'on veut y toucher, il faut l'accord du syndic de copropriété et on va voir comment ça chemine derrière. Ensuite, mais il y a des choses... Chaque copropriétaire peut faire ce qu'il veut à l'intérieur quand on change des cloisons. Enfin, les cloisons, quand on change le revêtement de sol, etc., sous réserve de ne pas générer des désordres, de bruit essentiellement à celui qui se trouve en dessous. On peut démonter les cloisons parce que par définition une cloison c'est non porteur, donc il n'y a pas de... Mais on sait que dans les vieux bâtiments, autrefois on avait de chaque côté des portes, on avait des bouts de bois qui montaient du sol au plafond. Et quand on les enlève, on a le plancher qui descend et on a le plafond qui descend et le plancher qui remonte. Alors, celui du dessus va se plaindre
parce qu'il a un jour sous son plancher, et celui du dessous, la même chose. Oui. Donc là, il faut faire très attention dès qu'on touche à la structure. Mais se pose essentiellement le problème des menuiseries. Suivant le cas, la menuiserie appartient à la copropriété ou elle appartient au copropriétaire. Donc, quand elle appartient à la copropriété, c'est la copropriété qui change les menuiseries, qui suit les règlements pour mettre la couleur qui va bien, etc., le type de menuiserie. Mais si ça appartient au copropriétaire, il fait ce qu'il veut, entre guillemets, sous réserve d'avoir l'accord du syndic, de façon à ce qu'on ne mette pas du PVC ou de l'aluminium quand tout le monde est en bois, qu'ils ne mettent pas du jaune quand tout le monde a du bleu. Qu'il y ait une harmonie, en fait. Qu'il y ait une harmonie, ouais, voilà. On est bien d'accord. Donc là, la clé d'entrée, c'est le syndic de copropriété, assisté du syndicat des copropriétaires. Ok. Voilà. Alors, ça peut être long, parce que, imaginons qu'on veuille agrandir une pièce, on a 2 pièces qui sont de chaque côté d'un mur porteur, on veut faire une grande pièce, ce qui arrive assez souvent. Il faut ouvrir le mur porteur, donc c'est quelque chose qui appartient à la copropriété. Il faut donc avoir l'accord du syndic de copropriété qui va dire je vous autoriserai les travaux sous réserve de, premièrement, avoir un architecte pour faire les travaux, connaître les plans, avoir le visa de l'architecte de la copropriété pour savoir si on ne va pas générer des désordres ailleurs. Voilà. Alors, et après ça, on présente ça en assemblée générale. Donc, au début, il faut demander l'autorisation de faire. On vous répond oui, on vous répond non. Si c'est non, l'affaire est classée, on n'en parle plus. Il n'y a pas de recours possible, en fait. Il faut aller au tribunal, mais bon, en général, suivant le projet, là, il faudra aller le défendre. Mais ce qu'on vise à travers ça, c'est la fiabilité du projet, en fait. On est bien d'accord, avec ces différentes étapes. C'est la fiabilité du projet et c'est le fait de ne pas porter atteinte au bien commun de la copropriété. Et puis après ça, une fois que le projet est ficelé, qu'il y a les études de structure qui ont été faites, qu'on a fourni les attestations d'assurance, à ce moment-là, le syndic de copropriété, dans le cadre des assemblées générales, provoque une assemblée générale ordinaire ou spécifiquement une assemblée générale extraordinaire si le demandeur veut aller plus vite. Mais à ce moment-là, ça génère des frais qui seront à la charge du demandeur, ce qui paraît évident. Voilà. D'accord. Alors, Louis Graverand, il est important de signaler aussi que la consultation du règlement est une nécessité absolue. C'est-à-dire, je vais paraphraser un petit peu, nul n'est censé ignorer la loi, c'est ça un peu? Oui, c'est ça, nul n'est censé ignorer la loi, mais on donne les endroits où les trouver. On peut passer outre. Imaginons, à ses risques, quelque part. À ses risques et à ses périls. frais aussi. Imaginons dans une copropriété, dans un lotissement par exemple, on ne regarde pas le règlement du lotissement et puis on décide de faire des murets de 2 mètres en béton ou en pierre, tout ce qu'on veut, alors que c'est prévu 50 cm. À ce moment-là, le règlement est opposable à tout le monde et après ça, on peut avoir un recours des tiers. Donc c'est quoi, c'est démolition? Alors, c'est monsieur ou messieurs, parce que le représentant du lotissement va dire c'est pas conforme. Alors, vous vous mettez en conformité, c'est-à-dire vous descendez votre mur pour qu'il soit à la bonne hauteur. Ou alors... c'est une sorte de conciliation déjà, dans un premier temps. Oui, si je vous comprends bien. Voilà. On dit, c'est pas expéditif, quoi. Non, c'est pas conforme. Vous vous mettez en conformité. Voilà. Ou éventuellement, on peut négocier une modification du règlement du lotissement. Tout est possible. Mais dans la concertation, en tous les cas. Mais dans la concertation. Et puis, si le lotissement ne veut pas, eh ben, le propriétaire qui a fait les travaux, il est démoli et puis il met en conformité. Ou il va au tribunal, mais de toute façon, il va perdre. Et puis, il y a des frais aussi. Hein, alors, les frais par rapport aux frais sont évidemment de justice. À la charge de celui qui fait la demande initiale et ses conséquences. Ouais, on est bien d'accord. Merci beaucoup, Louis Graverand, président de la CLCV de Saint-Malo, pour ces précisions concernant ces travaux dans un logement collectif ou individuel. Et on rappelle, l'anticipation, c'est le mot-clé. Et puis bien s'informer, en fait, pour éviter peut-être des déconvenues après. Alors, non seulement trouver les portes d'entrée,
on le trouve au service d'urbanisme de la commune. Et puis anticiper les délais. Parce que si on a les entreprises qui sont prêtes à travailler et qu'on n'a pas les accords administratifs, qui peuvent demander 1 ou 2 ans, l'entreprise vous dira, 1, mon prix, c'est plus le même, et 2, quand vous me demanderez d'intervenir, je suis sur d'autres chantiers, bien sûr. Je ne travaillerai plus pour vous. Bien entendu. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. On se retrouve dans 15 jours, si vous le voulez bien, avec un nouveau sujet proposé par la CLCV de Saint-Malo. Je vous souhaite une belle quinzaine, Louis Gravran. À bientôt. À bientôt, monsieur. Merci. Au revoir.